Ceci est un livre audio autogénéré par Google. La fin de notre petite île. Du même auteur. Récit. Les terrasses des Parnassiens, Jérôme Dau. Hunsinger éditeur, Colmar 2007. Michel Servet. La fin de notre petite île. Récit. L'Harmattan. Copyright L'Harmattan 2009. 5 à 7, rue de l'École Polytechnique, 75 005 Paris. Fabrication numérique, Socprest 2012. Ouvrage numérisé avec le soutien du Centre national du livre. http://www.librairieharmattan.com. Diffusion.harmattan@wanadoo.fr. harmattanl@wanadoo.fr. ISBN 978-2-296-09-046-0. EAN 9 782 296 090 460. Chapitre 1. Le livre de la numéro 7. Il avait découvert le livre dans son île, c'est-à-dire dans la nôtre. Il aime à dire mon île. Ce n'est pas la sienne, bien sûr. Il n'y est pas né, avait longtemps vécu sans avoir eu seulement conscience de son existence. Un jour, il décida que le moment était venu de voyager sur la mer qui l'entoure. Le poète en avait fait la matrice du monde, le creuset de l'univers, des luttes pour la conquête et la défense de la dignité. Chacune des îles qui la parsèment fait claquer comme une incantation son nom sur les vagues soulevées par les vents étésiens. Il avait embarqué à destination de l'un des volcans qui dominent celle qui allait devenir son île, et toutes les autres. Un volcan à l'est, où de savants esprits avaient cru distinguer l'Atlantide. Un volcan à l'ouest, rendu célèbre par une statue fameuse, aujourd'hui orgueil d'un musée étranger et lointain. Il avait aperçu son île depuis le pont du navire, en avait été ébloui. Définitivement. Au point d'apprendre la langue qu'on y parle. Au point d'y venir et d'y revenir depuis des décades, autant dire une vie. Au point d'y avoir noué des amitiés profondes. Plus que des amitiés. Une connivence, une intimité, une relation physique. Il était tombé amoureux d'un roc, d'un navire de pierre et de son équipage. Quand il vient, il loge toujours dans la même chambre, lui reste fidèle aussi longtemps que le hasard ne lui en offre pas une autre, plus riche de l'amour qu'il porte à ce lieu. Présentement, et depuis plusieurs années, il occupe la numéro 7, la plus grande dans le modeste hôtel de son ami Nicomède, au-dessus de l'école primaire. La numéro 7 est devenue sa maison dans son île, comme une seconde peau. À chaque fois qu'il la retrouve s'impose à lui, le sentiment qu'il vient tout juste de la quitter. Tout juste, c'est-à-dire 6 mois auparavant. La pensée que des dizaines de clients y sont passés entre-temps, ne l'effleure même pas. Ils ont loué la numéro 7 pour quelques nuits. Une autre numéro 7. Pas la sienne, qui a conservé dans ses murs et sur ses meubles l'empreinte qu'il y a faite. Il y dispose d'un réchaud, d'un peu de vaisselle, ce qu'il faut pour le café et les œufs du matin. Il entend monter à lui la voix profonde de l'instituteur, et le chahut des enfants qui ne l'écoutent pas. Il reconnaît le bus au râle de son moteur, sait qu'il manœuvre sur la place pour redescendre au port. Il discerne la rumeur des vagues au bas de la falaise, et les discussions qui lui parviennent du village par cette sorte de conduit auditif qu'est la ruelle qui y mène. Il est chez lui, voit la colline rougir au couchant et rosir au matin. Il s'étire voluptueusement dans son lit avant de se lever, écoute le braiement d'un âne et le chant du coq, avant de se chauffer le dos au soleil déjà haut. En fait, il ne prépare pas lui-même son café. Ce serait trop bête de se priver d'aller le prendre à la petite table verte du Cafunion, de Cosmas. Il y retrouve Hector, qui attend le retour des pêcheurs, et revend pour leur compte le poisson de la nuit. Depuis sa chute du haut d'un toit, des années auparavant, il ne peut plus rien faire d'autre. Il subsiste ainsi devant son café, tire sur sa cigarette, attend les pêcheurs. Il y a aussi Solon, déjà fatigué de balayer d'un geste néglige les mégots de la veille sur les dalles disjointes. Et Achille, ex-poivreau du village, retiré de l'alcool comme d'autres des affaires, qui ne paraît en rien son âge là où le commun des mortels eût succombé depuis longtemps à la cirrhose après tant de cuites et tant de caniveaux. Il y a tous ceux qui passent, s'arrêtent un instant, entament la conversation, prenant pour ça le temps qu'il faut.
Il est fier d'être ainsi des leurs ou d'en avoir l'impression. Comme eux, il considère les autres visiteurs de l'œil de celui qui demeure alors qu'ils ne font que passer. Pourtant, il ne fait que passer lui aussi. Passer et repasser, 2 fois l'an, ainsi qu'un élément mobile du décor. Mais l'important n'est pas qu'il soit un élément mobile. L'important est qu'il fasse partie intégrante du décor. Il devient insulaire tout en ne l'étant pas. Rien alors ne subsiste de sa continentalité. À l'inverse, il songe souvent à sa part d'insularité lorsqu'il vit sur le continent 10 bons mois par an. Elle est son rêve, son luxe, son privilège. Il serait tenté de dire son égoïsme, puisqu'il est seul à choisir son moment et sa durée. Dans sa chambre, la numéro 7, les autres clients, ceux-là même qui n'existent pas dans son esprit, abandonnent parfois le livre qu'ils ont lu durant leurs vacances. Il y en a bien une dizaine, rangés dans une petite niche cubique ouverte sur la paroi droite d'une autre, plus grande, qui abrite le miroir et dont la base, couverte d'une plaque de verre, fait office de coiffeuse. Ils sont en anglais, allemand, italien. Et celui-ci en français, Dimitri Sachazis, la fin de notre petite ville. Sa compagne, qui l'avait remarqué, entreprit de le lire, une série de tableaux faussement naïfs, décrivant un monde et des gens qui s'effacent dans la ville de Ioannina, patrie de l'auteur et capitale de la province d'Épire. Un lac, des montagnes, des minarets gardant la trace de l'occupant turc et du dissident Ali Pacha qui y fut mis à mort. Des juifs aussi, serrés dans leur quartier, discrets, humbles, soumis à des lois qui n'étaient pas les leurs, s'efforçant non seulement de ne pas déplaire, mais de montrer par tous les moyens qu'ils étaient fréquentables. Et puis un jeune homme destiné à une belle et tranquille carrière administrative, lui, l'obscur bachelier d'une obscure sous-préfecture trop éloignée de la capitale pour que le bras supposé long de ceux qui lui promettaient du bien dépassât les limites de la bourgade. Et qui végète, et qui attend, échafaudant toute une théorie après la disparition d'un pauvre R portefeuille à la journée au marché local. Un professeur encore, échoué là depuis 30 ans, solitaire dans sa chambre minuscule, mort un soir en laissant un testament alors que personne ne lui connaissait d'héritier. Les derniers tanneurs enfin, ruinés par la concurrence, qui brûlent leurs dernières cartouches à la chasse sur le lac, avant de fermer boutique et de se voir acculés à vendre leurs fusils pour avoir à manger. Tout un monde donc, comme une bougie dont la flamme vacille avant de s'éteindre et de ne laisser plus dans le noir que l'âcre odeur de la mèche fumante. Il avait parcouru le livre, l'avait laissé. À la fin du séjour, il l'acheta dans une librairie de la capitale dans notre langue. Il le tenait entre ses mains, admirait la première de couverture. Le nom de l'auteur en lettres noires, Delta HMHTPH Sigma XATZH Sigma. Le titre en lettres rouges de même auteur, Toute lambda O Sigma TH Sigma MIK PH Sigma Ma Sigma Pio lambda H Sigma. Et sous le titre, la photo en noir et blanc d'une barque sur le lac de Ioannina, près de l'île où fut exécuté Ali Pacha de Tebelen. Une photo prise au matin, quand le paysage émerge de la brume diaphane flottant sur le miroir de l'eau, seulement ridé par le battement lent de la rame que tient en main le pêcheur. Un jour sans vent, voilà fallé au mât. Un matin sans bruit, c'est-à-dire riche de tous ceux même les plus ténus d'une nature qui s'éveille. La ligne de crête, encore ou déjà enneigée, et le fusain des arbres aux branches nues sur la jetée, devant la coupole et le fin minaret noyé dans le soleil levant. Sur la barque, le pêcheur, un de ses tabacs peut-être de la première nouvelle. En bas, dans le sens de la hauteur, le nom de l'éditeur, Tupo Delta Acchio. Il le tenait en main, ce livre, qui lui rappelait son propre passage à Ioannina, quelques années auparavant, dans la fièvre d'un voyage organisé par l'association dont il était membre. Un voyage où sa connaissance de la langue lui avait fait jouer un grand rôle auprès des participants. Et surtout d'une participante, dont il n'avait su mesurer ni le degré d'exaltation ni celui d'inconscience. Une aventure qui lui avait valu de changer de vie, pour le conduire finalement avec sa famille dans la chambre numéro 7. Sa nouvelle famille. La numéro 7, où se trouve le livre que sa compagne venait de lire en français et dont il s'était procuré la version originale. Il avait vécu déjà pas mal d'aventures dans notre île. Il la voyait changer. Lentement par degrés. Il était indulgent là-dessus, plus que d'autres visiteurs. L'intimité qu'il entretient avec elle lui procure bien davantage de joie que les changements, de désagréments. Pourtant, ces derniers temps, le mouvement semblait s'accélérer,
allait plus vite que le poids des ans sur ses épaules et celles de ses amis. Alors lui est venue l'idée d'en parler. Comme on ferait d'un être cher. Avec tendresse. Avec ironie. Sans méchanceté, sans révolte. Il avait vécu là tant de merveilleux moments, merveilleux parfois jusque dans la perte d'un ami, qu'il va visiter au cimetière, au-dessus du village, lisant sur le marbre les poèmes touchants qu'on y a mis, contemplant une photo qui montre le défunt plein de vie et d'entrain, souriant devant une épitaphe inattendue, comme cette publicité pour une marque de spiritueux, accompagnée de la proclamation suivante. Toujours j'avais table ouverte, pas d'ennemis, que des amis, un verre de vin pour chacun. Qu'ils boivent à mon salut. Il eut l'idée donc d'en parler, de compter toute lambda o sigma toi mi kpo y ma sigma nh sigma io y, la fin de notre petite île. Ioannina existe toujours. Elle est aujourd'hui la métropole de l'Épire. L'écrivain a raconté sa fin, c'est-à-dire la fin d'une époque. Notre île existera demain, du moins nous l'espérons. Lui, le pensionnaire de la numéro 7, n'a pour but que de relater aussi la fin d'une époque. D'une époque qui passe avec lui, avec ceux qui sont ses amis. Une époque qui est la leur, que personne ne peut leur prendre, où ils ne laisseront ni plus ni moins de traces que leurs prédécesseurs, une page du livre. Chapitre 2. La maison près des moulins. Il prêtait peu d'attention aux détails autrefois. Mais là, comment ne pas remarquer la profusion de plantes vertes qui encombrait la petite cour, envahissait l'escalier menant à la terrasse, trônait sur les appuis de fenêtres et le petit muret au bord du chemin. Constantin et Pélagie, propriétaires de la maison près des moulins où ils prenaient pension depuis 3 ans, semblaient satisfaits de cette oasis de fraîcheur au milieu de l'âpre nature fauve qui l'assiégeait de tous côtés. Tu vois, on a mis des fleurs, ça fait plus gai. Chaque matin et chaque soir, ils tiraient l'eau de la citerne avec un vieux seau rouillé attaché d'une corde, et les arrosaient. Dans les champs étalés au sud des moulins, on avait moissonné l'orge et parqué des vaches qui broutaient les pierres. Au nord, en contrebas, s'ouvre une large baie où il fait bon se baigner quand le vent n'y pousse pas les vagues. Tout allait bien donc. Il n'avait pas pris la peine d'examiner ces sortes d'arbustes échappés des cache-pots. D'ailleurs, il n'entend rien à la botanique. Chaque fois qu'il partait en randonnée, on lui reprochait de marcher trop vite, de ne rien voir, de ne savoir pas distinguer le chêne du hêtre ou le pin du mélèze. Il avait alors un regard global, embrassait l'immensité, négligeait ce qui l'aurait empêché de le faire. Peut-être aussi n'avait-il pas oublié qu'enfant, on l'avait trop souvent forcé d'arracher la mauvaise herbe des allées du jardin pendant que ses camarades jouaient dans la rue de l'autre côté de la clôture. S'il avait regardé de plus près, il aurait remarqué les belles feuilles palmées, ouvertes comme des mains au bout des longues tiges. Il se serait étonné de l'absence étrange du basilic et des géraniums qui ornent d'habitude les maisons insulaires et qui prospéraient dans son île, sur les marches menant au castro médiéval. En aurait-il tiré un quelconque soupçon? On avait fleuri la maison près des moulins, c'était bien ainsi. Il leur donnait lui-même de l'eau parfois en toute candeur. Il était heureux d'habiter la maison, près des moulins. Oh, pas longtemps, 3 semaines l'été, c'est tout. Les premières fois, Constantin et Pélagie lui avaient laissé une de leurs chambres. Puis, ils avaient bricolé une extension. Ils disposaient maintenant d'un espace indépendant avec porte et fenêtre, à l'angle est. Ce matin-là, il avait décidé d'escalader la plus haute colline de son île. Du sommet, elle paraît tout aplatie sur la mer, étirée du nord au sud, étranglée à hauteur des moulins et de la maison. Des milliers de terrasses dévalaient du plus haut des versants jusqu'au ras de l'eau, retenant la terre cultivée au prix d'un labeur harassant. La mer s'abandonnait en longues coulées turquoises dans les baies qui échancrent la côte, ou sapaient inlassablement les gros blocs de roches claires que l'érosion avait détachés des pentes raides. Comme des notes de musique sur la partition ondoyante des murets de pierre sèche, les chapelles blanches et les oliviers noirs courbés au sol par le vent dominant rythmaient l'espace offert à son regard. On avait bâti, ou plutôt tapi, une de ces chapelles près du sommet, dans une anfractuosité de la roche. Il venait là souvent s'asseoir sur sa banquette de pierre. La crête, en ce temps-là, n'était pas encore hérissée du hideux faisceau d'antennes qui s'y trouve maintenant, malgré une pétition qu'il avait signée pour s'y opposer. Il pouvait donc respirer en paix l'odeur insistante de la sauge grillée qui lui parvenait par bouffées, avec les sonnailles et les bêlements des troupeaux passant en contrebas.
Il aimait à s'abandonner là à ses rêveries, et laisser son esprit y donner libre cours. Aussi ne remarquait-il rien de ce qui se tramait en bas, dans la maison près des moulins. Pourtant on la distinguait bien, et le chemin qui y mène. Il pensait à toute autre chose. Lors d'une précédente promenade, il avait repéré une longue pierre plate au flanc sud de la colline, loin au-dessus du sentier. Elle était chaude, invitait à s'y allonger, offrait une vue immense sur la mer scintillante, promettait un isolement total et bienheureux entre ciel et terre, hors d'atteinte des paysans qui passaient avec leurs ânes ou leurs mules vers quelques pâtures pour amener l'eau à leurs chèvres et les traire. Il n'était pas facile de toucher à ce refuge marmoréen, entre les roches coupantes et les buissons d'yeux. Il imaginait d'y venir avec sa compagne, de s'y coucher tous deux, juste sous le regard du soleil. Comme ceux de son âge dans la campagne où il avait grandi, il s'était marié jeune. L'idée qu'il s'était faite de l'amour se brisa vite à la réalité de son ignorance. Il aimait pourtant, sincèrement pensait-il, mal sûrement. Il n'était différent des autres que par son île, où chaque visite lui procurait une émotion plus intense, plus riche, plus attachante, qu'il sentait bien n'être capable de partager avec personne. À peine arrivé, sa compagne déjà prévoyait de repartir, comme si une secrète douleur la poussait hors d'un univers dont elle se sentait exclue. Ne parlant pas la langue, elle l'était en effet d'une certaine manière. Un jour elle lui dit : « Si je venais ici seule, personne ne me reconnaîtrait, on ne me prêterait pas la moindre attention. » Ne se savoir reconnu que par le biais de l'autre, lui, était une souffrance qui la tournait vers des lieux plus anonymes. Il lui fallait découvrir d'autres paysages, d'autres richesses éparpillées dans cette mer de leur été. Lui au contraire savait, il n'y avait pas d'autre île. Aucune autre. Même s'il appréciait à l'occasion tel site archéologique, tel monastère fameux affronté à l'abîme, tel village avec leurs pigeonniers, telle ville aux deux collines supportant chacune un des frères ennemis du christianisme originel, tel amphithéâtre de maisons à fronton ocre sur les marches menant au port, mais non, définitivement il n'y en avait pas d'autre. Alors, pourquoi cette obstination à vouloir le priver de l'absolue liberté d'en jouir, au prix de voyages difficiles, de logements hasardeux, de déceptions fréquentes ? Ici il existait. Pleinement. Il avait un nom, se sentait aimé. Et aimait en retour. Chaque année, ses amis lui devenaient plus proches. Aussi n'éprouvait-il aucune gêne à laisser son entourage à l'écart de son aventure. Il avait fait l'effort pour la bâtir et l'enrichir, n'acceptait guère qu'on lui en tienne rigueur. Plus tard, à l'heure de la séparation, il eut la même réaction face au juge qui lui imposait de lourdes compensations en raison de ses revenus. Il avait conquis les diplômes, toujours contribué à toutes les charges en proportion de ses moyens. Point. Pourquoi l'en pénaliser ? Pourtant, à chaque voyage, il acceptait de concéder du temps au reste de l'archipel, et observait parfois qu'il n'était pas seul peiné de partir si vite. Une larme furtive sur le quai à l'approche du bateau coulait d'autres yeux que les siens, et témoignait dans son absurdité de la fuite qui s'accomplissait là. Il en allait de même pour son autre passion, la musique. Faute de pratiquer un instrument, il s'était rabattu sur l'écoute et s'acharnait, lui reprochait-on, à d'incessants investissements dans des appareils de reproduction du son censés lui procurer l'extase. Outre qu'ils mettaient gravement en péril le budget familial, par leurs coûts et les dépenses vengeresses qu'il encourageait ainsi sa compagne à faire, ils compromettaient également la décoration raffinée de la salle de séjour. Le plaisir qu'il se figurait pouvoir partager à l'audition d'une grande œuvre se réduisait alors à une écoute solitaire, ou à des disputes sur le caractère égoïste de son dernier coup de folie. C'était la vérité du reste. Il était égoïste, ne s'en formalisait pas outre mesure dès lors que ce défaut lui semblait justifié par une noble cause, et la musique en est une, n'est-ce pas ? Le quotidien avait émoussé en lui l'attention aux aspirations et aux attentes de l'autre. Il ne savait plus faire de cadeaux, allait parfois jusqu'à ignorer ceux qu'il recevait, se dédouanant d'un merci trop rapide et blessant. Aussi sentait-il déjà que l'après-midi qu'il imaginait sur la longue pierre cachée dans la garrigue ne serait qu'un fantasme de plus. Ce n'est que plus tard qu'il finit par comprendre pourquoi. Plus tard, après que la vie eut tourné la page écrite dans le doute, le conduisant à chercher ailleurs, à tort ou à raison, ce qui lui avait manqué. Plus tard, après que la vie eut poussé sa compagne à espérer d'un autre, à tort ou à raison, ce qu'à ses yeux il ne lui avait pas donné.
Pour l'heure, il était sur la plus haute colline de son île et s'apprêtait à redescendre, tenaillé par la faim. L'après-midi s'annonçait torride. Il serait toujours temps d'aller se baigner sous les moulins une fois réveillé de la sieste digestive. Au sortir de la courbe où le chemin poudreux s'encaisse dans la roche friable, il se demanda ce qui avait changé. La maison se découpait, trop blanche, trop aveuglante sur le ciel, sans les plantes vertes, les pots et les cache-pots qui escaladaient les marches jusqu'au toit terrasse et encombraient la cour. Pourquoi les 2 portes étaient-elles ouvertes, poussées vers l'intérieur par une main invisible? Seules quelques cigales troublaient le silence. Il appela. Pélagie, Constantin? Rien, personne. La maison était vide. Dans sa chambre, quelqu'un avait touché à ses affaires, fouillé la trousse à pharmacie, dérangé des vêtements. Mais rien ne manquait. Il en était là de ses interrogations, quand il entendit un bruit de moteur. La voiture cahotait sur le chemin, enveloppée d'un voile de poussière. Au volant, Anis, le fils, livide. À ses côtés, Constantin, le père, hagard, gesticulant. Les fleurs, c'est interdit. Pélagie, ils l'ont arrêté. Et le fils dans un souffle. C'est moi qu'il pourchasse, c'est moi qu'il cherche. Tout devenait soudain limpide, aveuglant même, la belle oasis sur les marches et dans la cour, du chanvre indien, du cannabis. Les parents pourvoyaient en toute innocence à la consommation du fils, de ses amis, des étrangers de passage qu'il fréquentait l'été. Et les plants poussaient silencieux, vigoureux, sous l'effet combiné de l'isolement du lieu, de la chaleur et des soins dont ils étaient l'objet. La faille, il y en avait une, se nommait jalousie. Un des comparses vendit la mèche, autant pour s'innocenter que pour se venger d'une rivalité amoureuse qui avait tourné à son désavantage. L'affaire suivit son cours. Commission rogatoire, perquisition, saisie, arrestation des parents propriétaires de la maison fautive. Lui se tenait là devant ses affaires ouvertes. Il s'entendit demander d'une voix mal assurée. « Mais Pélagie, où l'ont-ils emmené ?»« À la gendarmerie, bien sûr, tu sais où. » Il savait où en effet. La gendarmerie était alors installée dans la partie fortifiée, la plus belle, la plus ancienne, la plus révélatrice des peurs qui autrefois tenaillaient jour et nuit les habitants des îles et les poussaient à scruter la mer, inquiets d'y voir paraître corsaires ou turcs responsables de tant de malheurs. L'inquiétude maintenant assombrissait pour la première fois son horizon insulaire. Que lui voulait-on? Le soupçonnait-on aussi? Et que se serait-il passé s'il avait été présent lors de la descente de police? Le père et le fils étaient repartis. Il faisait chaud. Il ne servait à rien de se précipiter au village à l'heure de la sieste. Il avait tout loisir de se reprocher sa naïveté, se sentait stupide et humilié. 15 ans déjà qu'il avait cessé de fumer, après une grosse bronchite et 2 semaines d'arrêt maladie qu'il avait tenu éloigné de la lourde atmosphère régnant dans le bureau du surveillant général au lycée où il était pion. Le surgé, fumait gauloise sur gauloise, au bout d'un long fume-cigarette d'écaille, et donnait l'image d'un de ces commissaires politiques post-staliniens tant redoutés dans les démocraties populaires en pleine guerre froide. Il valait mieux ne pas se le mettre à dos. Ses manières cordiales cachaient un tyran redoutable, engagé dans un conflit sans merci avec son supérieur hiérarchique, le proviseur, qui avait tout à craindre de cet apparatchik d'un syndicat particulièrement influent, à une époque où le Parti communiste rassemblait 25% des électeurs du pays. Était-ce par souci de ne pas se démarquer que les pions fumaient dans le bureau les mêmes cigarettes, sans user toutefois, respect oblige, de l'accessoire du chef? Il s'y était donc mis aussi, n'y trouvant guère de plaisir au début, mais se laissant peu à peu gagner par la dépendance au point d'en griller un bon paquet par jour. Vint alors cette bronchite providentielle, et une éclatante réussite à un concours de recrutement dans le corps professoral, qu'il extirpa de sa condition de surveillant d'externat et laissa l'implacable surveillant général à son dépit et à ses intrigues. De n'avoir plus touché depuis à la moindre cigarette lui servit d'excuse à sa candeur, face à l'oasis de verdure de la maison près des moulins. En début de soirée, il lui fallut bien se rendre au village. Il eut de suite l'étrange sensation d'entendre 1000 chuchotements, de supporter 1000 regards dardés par d'invisibles yeux. Ce sillage impalpable le suivait au travers des places, dans les ruelles du Castro médiéval, dans le grand escalier à la rampe bleue jusqu'à l'étage où était retenue Pélagie, qu'il trouva, assise sur une chaise au milieu de la pièce, en pleurs, défaite, mains jointes sur les genoux comme si on l'avait menottée.
3 heures après que le malheur l'eut frappée, elle ne s'expliquait toujours pas ce qui lui arrivait. Il s'avança, l'embrassa, lui murmura quelques banalités censées l'assurer de son soutien, s'efforçant de faire bonne figure. Puis, se tournant vers l'unique gendarme présent, demanda du ton le plus ferme possible. « Et moi, qu'avez-vous contre moi ? » ?»« Rien, rien du tout, aucun problème. » Il se sentit soulagé. Lâchement. Soulagé et investi. Il devenait pour un temps le seul occupant de la maison près des moulins, son conservateur en somme, jusqu'au retour des propriétaires si injustement mis en cause. Constantin et Pélagie, en effet, avaient été emmenés le soir même dans l'île voisine, puis conduits par le bateau de ligne jusqu'au chef-lieu de l'archipel pour y être présentés au magistrat instructeur. Leur absence pouvait prendre quelques jours, davantage même si la gravité du délit qu'on leur reprochait et les exigences de la procédure pour la manifestation de la vérité devaient le décider à les placer en détention provisoire. Dans notre île, les ragots et supputations allaient bon train. Les deux accusés ne laissant personne indifférent, l'opinion se divisa. Ils eurent leurs défenseurs, qui clamaient haut et fort leur innocence, et se scandalisaient de l'épreuve ainsi imposée à une femme que ses compétences avaient destinée à porter assistance à presque toutes nos parturiantes, et à laquelle tant de nos enfants devaient d'être nés sans problème. Ils avaient leurs détracteurs, qui n'osaient toutefois pas jubiler ouvertement. Des jaloux, car Pélagie en avait découragé plus d'un, et fait trembler plus d'une, durant la période où elle avait vécu seule, pendant que son mari était occupé à ses affaires à l'étranger. Des ennemis politiques aussi. Constantin avait affiché son opposition à la dernière dictature et n'était pas en odeur de sainteté dans les milieux conservateurs et comme il faut. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.